Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Eh oui, amateurs d'arts martiaux mixtes, c'est l'heure d'un autre épisode de Dans la cage, votre podcast spécialisé en arts martiaux mixtes. Bienvenue tout le monde, merci beaucoup d'être là. Pat, comment vas-tu mon cher? Très, très bien, mon Ben. Excellent, excellent. Je vous rappelle que vous pouvez écouter notre podcast, le télécharger sur n'importe quelle plateforme, que ce soit rds.ca, Spreaker, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast. Name it. On est partout. Partout. Et même depuis quelques temps sur YouTube. Yes. Donc, pour voir le joli minois de Patrick Côté, qui a toujours été reconnu comme un des beaux bonhommes de l'UFC dans ta carrière. Ah, ben, c'est gentil. C'est gentil. On va quand même... Je trouve que je m'en suis quand même bien sorti C'est après ça. 15 ans de coups de Exact. poing dans le visage. Je suis quand même pas super. Ça paraît pas que tu as fait carrière pendant 15 ans dans des coups de poing sur la gueule, effectivement. T'en as sûrement plus donné que t'en as reçu. Ça doit être Eh ça. ben, Ça écoute, doit être ça. c'est ça notre qualité à nous autres. On est des donneurs. Nous autres, des fighters, là, on aime ça donner. Exact. Bon, trêve de plaisanterie. Autre gros épisode pour vous aujourd'hui. Au cours de la prochaine heure, on va parler bien sûr de ce qui s'est passé du côté de Rochester, l'UFC qui était dans l'ouest de l'État de New York cette fin de semaine. Kevin Lee contre Rafael Dos Anjos. Dos Anjos qui l'a emporté contre Lee. Et bien sûr également les débuts de Charles Jourdain qui a offert une bonne performance malgré Exact. la défaite. Et on va revenir. D'ailleurs, on va parler à Charles dans environ une demi-heure. Là. Il a gentiment accepté de donner une entrevue. On va pouvoir revenir sur son combat. Vraiment, là, c'est pas le fun de parler d'une défaite, mais je pense qu'il peut quand même sortir la tête haute de ce qu'il du week-end. Là. Et comme Marc-André Barriault, écoute, il faut que je lève mon chapeau à ces deux Exact. gars-là, pour vrai, parce que tout de suite après leur défaite, sont venus. Marc-André, on était là live, là, mais Charles est venu nous parler tout de suite à la télé. Une entrevue tout de suite après une défaite. C'est des défaites qui font extrêmement mal. Les débuts dans une grosse organisation, il y a beaucoup d'attentes. On n'est pas capable de boucler la boucle, mais ils prennent ça comme des athlètes professionnels, comme des hommes, là, tu sais, vraiment. Puis ils se cachent pas derrière la défaite. Ça, pour vrai, là, c'est... hats up. Pour vrai, là, c'est vraiment Donc, il bon. a donné une entrevue à chaud. On va pouvoir revenir plus de 24 heures, 48 heures après sa défaite, revenir avec Charles sur ce qui s'est passé, comment il a vécu son expérience également à ses débuts à l'UFC et quelle est la suite pour lui. Donc, c'est dans environ une demi-heure. D'ici là, on va parler également de TKO 48. Ça, c'est ce vendredi du côté de Gatineau. Ouais. Cyril Gane va défendre sa ceinture des poids lourds contre Roger Salsa, le Brésilien. En fait, 3 combats de championnat. Donc, poids lourd masculin, poids coq, 135 livres, Taylor Lapillus contre Nathan Maness, Maness qui est le champion de TKO. Ouais. Et également, pour la première fois de l'histoire de TKO, un championnat féminin, Oui. Jade Masson-Wang qui va affronter une Allemande, Maggie Baum. Donc, on a fait venir une combattante invaincue d'Allemagne pour affronter Jade Masson-Wang pour la première ceinture chez les 125 livres féminins de l'organisation TKO. Pour mettre la table pour ce combat-là, Jade Masson-Wang qui est au bout du fil. Eh Pat, qui d'autre? Allô, Jade? Salut, Comment ça va? ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de prendre le temps pour cette entrevue parce que c'est un gros combat qui s'en vient pour toi. Là. Je le disais, première fois dans l'histoire qu'une ceinture féminine sera en jeu au Québec. Est-ce que, Oui. est-ce que tu le ressens là, qu'il y a une page d'histoire qui va s'écrire dans 3 jours? Oui, vraiment. Là, en fait, là, je pense que je suis vraiment chanceuse justement de pouvoir là, faire partie du premier combat de championnat là, féminin de l'histoire de TKO. Fait que c'est sûr que j'ai une grosse préparation, puis je sens vraiment là que ça s'en vient, puis c'est ça, j'ai très, très hâte. Très excitée. Seulement 3 combats, Jade, à ton actif, et déjà tu vas te battre pour une ceinture. Est-ce que quand tu as commencé à vouloir te diriger vers les combats pro, est-ce que tu t'es fixé ça comme objectif, là, de dire je vais être championne à mon quatrième, peut-être championne à mon 4e combat, là, à tout le monde avoir la chance? C'est ça que je vise. Je visais quand même un combat de championnat, mais je me faisais pas d'attente là en fait là, de savoir quand que ça allait venir. C'est sûr que les filles, ça peut aller plus vite là, que les garçons vu qu'il y en a moins.
Puis, mais c'est ça, 4 combats, ben, je suis contente. Là, je suis vraiment contente là, pour mon 4e combat de pouvoir avoir la chance. Là. Moi, ça, tu me parles un peu de la vibe qu'il y a à la maison, parce qu'évidemment, ton copain, c'est Marc-André Barriault, fait exactement le même emploi que toi. Il vit de sa passion aussi. Moi, je sais, j'étais en couple avec ma femme. C'est pas tout à fait facile de vivre avec un athlète professionnel, surtout dans le sport de combat comme ça. Ça doit te faciliter un petit peu la tâche d'être avec un copain qui partage ta passion, qui partage les mêmes intérêts que toi dans ta vie. Oui, vraiment. Là, c'est un gros plus là, que j'ai de pouvoir être avec Marc, là, que les deux on fasse la même chose, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable là, de comprendre tout ça. En fait, c'est un mode de vie, là, comme vous le savez. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de discipline puis beaucoup d'efforts toute notre vie et de concentrer là-dessus. Fait que c'est sûr qu'à deux, c'est toujours plus facile de le faire. Là. Est-ce que c'est plus facile pour la bouffe? C'est drôle parce qu'on en parlait avant d'entrer en onde avec Pat. C'est jamais facile la bouffe. C'est jamais facile. Parce que tu sais, c'est important de bien se nourrir. Puis ça, là, j'imagine que là, vous pouvez cuisiner au moins, vous pouvez cuisiner pour les deux. Là. Fait que c'est peut-être plus facile. Là. Il n'y en a pas un qui mange une poutine pendant que l'autre est sa diète. Hein? Ben là, c'est. Là, Marc-André, il doit se laisser aller un peu ça plus. fait 3 semaines. Là. Fait que c'est sûr qu'il peut manger ce qu'il veut. Ah, j'espère qu'il le fait pas devant toi. Ben, ça dépend de quoi. Là. Il y a certaines affaires que j'ai dit que ça, fallait pas qu'il mange ça dans ma face, là, mais d'autres affaires, c'est correct. OK. Parle-moi donc un petit peu de l'histoire de ta carrière. Là. C'est évidemment, au niveau de ta carrière professionnelle, c'est quand même dans les débuts, mais tu as un combat d'une super grosse importance. Passer à l'histoire vendredi prochain, à Gatineau. Parle-moi donc un petit peu des figures qui t'ont peut-être influencé dans ce sport-là, parce que on sait qu'au niveau des sports féminins, dans les combats, c'est quand même assez nouveau. C'est un peu plus nouveau. Il y a des Québécoises qui ont très bien fait dans le monde également, mais est-ce qu'il y a d'autres figures que toi, tu t'es inspiré pour justement évoluer dans ta carrière? Ben moi, je suis embarquée un peu dans la vibe là, en même temps que quand c'était Ronda Rousey qui était championne, puis qu'on la voyait partout. Donc elle, ça a été vraiment un point là. Oui, elle m'a inspiré beaucoup. Elle a montré un beau modèle aussi là, à suivre. Puis elle a vraiment ouvert les portes là, au MMA féminin. Donc ça a été vraiment elle, là, je pense, qui m'a inspirée là, puis qui a montré aussi aux femmes que c'était possible là, de pouvoir se rendre là. Est-ce que tu as vu d'ailleurs, parce que tu viens de Québec, tu t'entraînes à Québec, en fait, vous vivez là, toi et Marc-André. Est-ce que c'est difficile d'avoir des partenaires d'entraînement, d'autres filles qui font ce sport-là, ou tu vois que justement, depuis la vague Ronda Rousey, il y a de plus en plus de filles au gymnase? C'est toujours difficile d'avoir des filles complètes là, MMA. Je peux avoir des bonnes filles, mettons, en boxe, au sol, en jiu-jitsu, mais tu sais, d'avoir des filles qui sont vraiment complètes là, puis d'un bon niveau là, il y en a pas beaucoup. Fait que c'est sûr que je m'entraîne plus avec des gars, mais quand que je suis capable d'avoir là des bonnes filles là dans leur domaine là, je le prends, mais c'est ça, on est vraiment pas beaucoup là. Fait que ça, j'aurai pas le choix pour ça pour aller à l'extérieur, puis. C'est sûr que c'est vers là aussi que je veux m'en aller. Oui, exactement. Parce que là, quelques mois, vous êtes allés à Las Vegas, ton copain et toi, et vous êtes allés vous entraîner dans différents gymnases là-bas. J'imagine que tu as vu la différence de calibre au niveau des femmes, spécialement à l'extérieur, parce que le bassin est plus grand. Vraiment, vraiment. Là, c'est sûr qu'on n'est pas... tu sais, même, on est allé, en fond, au Syndicate MMA. Puis il y avait Jojo qui était là, puis elle, dans le top 10 mondial UFC, fait que c'est sûr que je vois, j'ai vu la différence là, vraiment, c'est quoi d'être avec des filles qui étaient complètes, puis qui faisaient ça eux autres aussi dans le fond depuis plusieurs années. Puis ça donne juste envie, là, ça donne encore plus le goût de repartir, puis d'aller justement explorer, puis d'aller chercher ça aussi, là, ces outils-là. Tu as mis les gants avec Joanne Calderwood quand tu étais là-bas? Ouais. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est bien passé, là. C'est sûr qu'elle, tu sais, ça paraît, c'est une coche de plus, là. Mais j'ai vraiment trippé, puis c'était juste positif, là. C'est ça. Ça m'a donné le goût vraiment de repartir, parce que ça, je peux pas aller le chercher ici, parce que oui, je m'entraîne avec des gars, mais tu sais, les gars, c'est tout le temps plus fort qu'une fille, même à poids égal, puis c'est vraiment pas le même tempo puis le rythme là, d'entraînement, c'est vraiment pas pareil. Fait que tu sais, il y a des affaires que je vais faire avec les gars que ça marchera jamais, mais que tu sais, je peux le faire avec les filles que ça marche là. Je suis quand même curieux. Je sais pas si Pat aussi tu peux en parler, mais quand tu mets des gants avec un gars, est-ce qu'il faut qu'ils se retiennent? Est-ce qu'il faut qu'ils, tu sais, comment ça fonctionne un gars puis une fille qui s'entraînent ensemble? Ben il y a comme, on dirait qu'il y a comme deux sortes. Soit
c'est un extrême ou l'autre. C'est ça qu'ils veulent pas te faire mal pantoute, fait qu'ils te frappent pas fort. C'est ça, ils font attention. Ouais, ou bien sinon, ils s'en foutent complètement, puis ils te restent comme si t'étais un gars. OK. Qu'est-ce que t'aimes mieux? On dirait qu'il n'y a pas de milieu entre les deux, là. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Un gars qui va all-in, comme on dit, qui te donne pas de chance, ou des fois c'est un peu trop? Ben, c'est ça que ça dépend, là. C'est ça, faut pas que je me blesse non plus, là. Le but, c'est quand même que ça reste sécuritaire. Mais tu sais, je veux pas me faire ménager non plus parce que pas me faire ménager parce que je suis une fille, là. Tu vas te battre contre l'Allemande Mandy Bone vendredi prochain pour le championnat du monde. Tu reviens de ton premier KO en carrière, donc j'imagine que ça t'a boosté pas mal au niveau de la confiance. Parle-moi un petit peu de ton adversaire, là. Comment t'approches ce combat-là? Mandy, en fait, je sais que c'est une fille qui est c'est une fille de stand-up, là, de kickboxing, Muay Thai. Donc, c'est sûr que je m'attends à ce qu'elle mixe super bien là, les pieds et poings. Par contre, je pense pas qu'elle ait encore rencontré quelqu'un comme moi, qui a ma force de frappe. Puis, moi aussi, j'ai vraiment... Ce que j'aime le plus, c'est être debout puis échanger. Donc, c'est sûr, faut pas que ça aille coup pour coup, mais c'est ça que j'aime. Puis, ça va être d'être plus intelligente, là, de travailler technique avec les angles, pas être un petit peu plus grande, fait que pas lui donner là, rester dans sa distance. Il va falloir que je bouge plus. Puis, j'ai travaillé aussi beaucoup là, travailler ma lutte. Là, fait que dans le fond, ça va vraiment là, être de m'adapter là, face à elle. Mais je sais que c'est une fille qui est quand même complète, donc je suis prête à tout. Là, j'ai vraiment travaillé tous les aspects, puis on va voir vendredi qu'est-ce qu'elle a à me donner, elle. Mais on connaît ton style, tu es une guerrière, tu vas toujours vers l'avant, tu mets beaucoup de pression, tu es très agressive. Est-ce que tu penses que la pression que tu vas mettre va être capable de déborder son style, là, qu'elle va être tellement se sentir prisonnière qu'à un moment donné, elle va faire une gaffe et tu vas être capable de sauter sur l'occasion? Je pense que oui. Je pense que j'ai assez d'outils justement pour contrer là, elle, ce qu'elle est capable de faire. Puis surtout que on s'entend le Muay Thai puis le kickboxing, c'est plus en style linéaire. Moi, je travaille beaucoup les angles, donc je pense que ça va juste porter fruit, là, puis mais je me fais pas d'attente, j'attends voir, puis je pense que ça va être justement un combat. Ça va être un bon combat à regarder puisque ça va se passer beaucoup de bout aussi, là. Tu devais te battre initialement. En fait, les deux filles, vous deviez vous affronter initialement au mois de mars. On sait que le gala TKO du côté de Québec a été annulé, donc ça a été reporté 2 mois de plus à attendre. Comment ça t'a affecté, ça? Je pense que tu as eu une blessure au nez aussi également, donc ça t'a peut-être permis de guérir ça aussi? Oui, c'est ça. Dans le fond, le gala, il était censé être au début en février. Après ça, ça a été reporté de 1 mois en mars. Puis là, finalement, je me suis blessée, moi. Je me suis fait casser le nez, là, justement, quand je suis allée à Las Vegas m'entraîner. Ah ouais? Puis, par un gars, justement, qui allait trop fort. Fait que, dans le fond, là, oui, c'est ça m'a laissé le temps de guérir de ma blessure, là. J'ai pas chômé pareil. J'ai quand même continué à faire tous les entraînements que je pouvais sans faire de contact pour laisser ça guérir. Mais là, ça va super bien. Mon nez est super beau. Il fait pas mal, rien. Fait que oui, ça laisse plus de temps de préparation aussi. Donc, je pense que c'était correct aussi parce que vu que j'avais eu mon dernier combat, c'était en décembre. Fait que c'est quand même rapide, assez peut-être, vite, là, février, mars, là. Donc, moi, je pense que ça a été juste positif aussi, là, pour moi. Excellent. Hey, avant de te laisser partir, Jade, on va parler un petit peu de Marc-André. On l'a mentionné un petit peu, c'était ses débuts à l'UFC il y a 3 semaines du côté d'Ottawa. Comment tu as vécu le moment? On le disait d'entrée de jeu, là, Marc-André a perdu, on le sait, mais a quand même fait une belle performance, là, somme toute. Ouais. A passé vraiment proche de terminer son adversaire. Comment ça a été quoi les émotions qui t'ont traversé quand tu as vu ton chum là, de 1 arriver à l'UFC, puis de 2 passer proche du KO? Là? Dans le fond, c'est sûr que j'ai vécu un peu avec. Là. Je suis arrivée, moi, le mercredi, puis juste de vivre là, toute justement la vague. Tout, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, là, inspirant. Puis je le voyais qu'il était bien aussi, qu'il était à sa place. Puis dans le fond, quand ça a été son combat, là, je voyais ça comme si enfin on est arrivé. Là. J'ai vu sa face dans les gros écrans avec tous les descriptifs UFC. J'ai trouvé ça vraiment, là, j'étais très, très fière de lui. Très, très fière de sa performance aussi, là. C'est comme si il en manquait pas gros, là. Au deuxième round, là, je pense qu'il aurait fallu peut-être un 10-15 secondes, puis Sanchez, il n'aurait eu assez.
Mais c'est ça, il a vraiment fait une belle performance. Puis ce qui ressort beaucoup, je pense, c'est que lui, il a eu une belle défaite, Marc, là. Oui, exact. Dans la défaite, je pense qu'il s'est fait un nom, il a fait écarquiller des yeux. De un, c'est une entrée réussie, malgré la défaite. Et de deux, ça a été le Canadien qui a le mieux performé ce soir. Ouais, ça a été un des bons combats de la soirée, peut-être à part le final qui a vraiment été incroyable. Le combat de Marc-André contre Sanchez a vraiment été incroyable. Jade, merci beaucoup encore une fois. Donc, Marc-André, double champion. Ancien double champion chez TKO. Peut-être qu'à la maison, il va peut-être avoir une troisième ceinture là, sur la cheminée. Qui sait? Samedi matin, parce que le combat, c'est vendredi soir. Jade Masson-Wang pour la ceinture des 125 livres à TKO contre l'Allemande Mandy Baum. Merci beaucoup, Jade, d'avoir pris le temps. Bonne chance pour ton combat vendredi et on te regarde, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux. Bye-bye, à bientôt. Bye. C'était le temps quand même, Pat, que des femmes... T'sais, on est rendu là au Québec. Puis je comprends, le bien expliqué. Puis c'est pas partout une critique envers TKO, là, qui vient d'ailleurs de revenir après 3 ans. Puis on a tout de suite amené les femmes là, dans l'organisation. Mais on est rendu là, puis ça prend des modèles comme elle. Puis des Valérie Letourneau qui ont ouvert la... Oui, puis des Corinne Laframboise. Puis des combattantes qui savent bien s'exprimer, qui paraissent bien aussi. Écoute, la vibe a beaucoup changé dans les combats féminins. La perception que les gens ont aussi. Ouais. Exactement. Puis c'est pas de la faute des organisations, c'est juste que le bassin de femmes, à un moment donné, il faut t'en aider des combattantes pour arriver à un point qu'on va faire un combat de championnat du monde. Je veux dire, pas parce qu'il y a juste 2 combattantes qui se battent au Canada qu'on va faire un combat de championnat. Je veux dire, ça fait pas de sens. Donc, ça prend au moins un bassin de quelques combattantes pour pouvoir faire monter ou évoluer les catégories de poids des femmes. Et finalement, bien, on l'a. On en a des femmes de plus en plus qui prennent les rênes de leur carrière là-dedans. Mais écoute, ça a pris, comme qu'elle disait, ça a pris des combattantes comme des Ronda Rousey, des choses comme qui ont fait changer la perception, même qui ont fait changer la perception de Dana White, parce qu'il avait déjà dit que jamais dans 100 ans qu'il y aurait des combats féminins. Puis Ronda Rousey a fait complètement chavirer le bateau et c'est elle. Toutes les femmes qui se battent aujourd'hui à l'UFC, même si tu n'aimes pas la personne, ben, faut que tu lèves ta main et tu dis hey, merci. Merci, Ronda, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, je suis capable de vivre de mon sport. C'est à cause d'elle que les femmes sont rendues à l'UFC et c'est à cause d'elle qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font de ce sport-là aussi. Ouais, et elle a permis d'augmenter aussi le niveau de compétition parce que pendant longtemps, elle était imbattable. Et puis, finalement, ben, pas le choix. Les autres doivent s'améliorer pour la rattraper. Puis aujourd'hui, on voit des filles comme Amanda Nunes qui sont incroyables. Holly Holm, une ancienne championne de boxe qui a réussi à refaire sa carrière en MMA et avoir beaucoup de succès. Donc, des filles de d'autres disciplines de sport de combat, des filles de Muay Thai comme Joanna Jędrzejczyk qui est allée aux Olympiques en lutte. C'est vrai, exact. Il y en a c'est vrai, lutteuse. Effectivement. Donc voilà pour cette ceinture, Mandy Baum contre Jade Masson-Wang, la Québécoise. Il y a 2 autres combats de championnat, je le disais, on va en parler brièvement. D'abord, Cyril Gane contre Roger Sosa. Et si vous voulez en savoir plus, là, en passant sur TKO 48 et les deux ceintures qui seront en jeu, à part de celle de Jade Masson-Wang, donc je parle celle des 135 livres poids coq et les poids lourds, ma collègue Audrey Roy sur le site RDS.ca a fait des entrevues avec Cyril Gane et Taylor Lapillus qui étaient de passage à Montréal cette fin de semaine. Donc allez jeter un coup d'œil à ces articles pour en apprendre plus sur Cyril Gane et Taylor Lapillus qui seront en action du côté de Gatineau. Cyril Gane, une machine, là, honnêtement. Quand il est arrivé à l'UFC, pas à l'UFC, à TKO, avec un point d'exclamation, puis il semble très, très, très difficile. Je te dirais que l'UFC a déjà un œil dessus. Ah oui, c'est confirmé. C'est un poids lourd qui est extrêmement explosif, mobile, rapide. C'est sûr que là, il va se battre contre un vétéran, un peu plus de lui. Là, quand même, là, il y a 9 combats, comparativement à 2 pour Cyril Gane, mais 8 victoires et 7 par KO pour Roger Souza. Et il y a aussi une soumission. Donc, il a terminé tous ses adversaires avant la limite. Écoute, ça va cogner. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que Souza va être capable de suivre la vitesse de Gane? Gane, pour vrai, moi, je l'ai vu une fois. Non, j'ai vu 2 fois live ces 2 combats. J'étais tellement impressionné par sa rapidité. Là. Un gros bonhomme comme ça qui est planté, qui est musclé, puis qui est capable de faire un combat de longue haleine puis de rester rapide de même. C'est vraiment impressionnant. 13-0 en boxe thaïlandaise, Cyril Gane. Donc, vous voyez un peu le style. C'est un combattant debout.
Un gars qui cogne fort, mais agile, comme Pat le dit, avec les pieds également, avec les genoux, avec les coudes. Donc, tout un athlète. Mais c'est vrai, Roger Sousa, je ne le connais pas, mais c'est vrai que quand on regarde sa fiche, impressionnante également. Ouais. Physiquement, il a l'air impressionnant aussi. Sauf qu'il revient de sa première défaite en carrière. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est Ouais. une défaite par décision. Puis on ne connaît pas le niveau qu'il a affronté, le niveau d'opposition également. Là. Donc, Non, mais l'affaire aussi, là, c'est qu'il y en a qui vont dire, OK, mais pourquoi qu'on donne un combat de championnat à un gars qui a perdu son dernier combat? Moi, je vais vous le dire, là, il n'y a pas grand sûrement qui ont levé la main pour se battre contre Cyril Gane. Je suis pas mal sûr de ça. Donc, on est allé chercher un gars qui était il a perdu son dernier combat, mais il y a quand même toute une fiche là, à 8-1. Je pense que ça va donner un bon spectacle, mais je suis pas sûr qu'il y avait tant de volontaires que ça d'affronter Cyril Gane. Et puis au Québec, ça court pas les rues non plus, les poids lourds. Là, donc voilà pourquoi on a un Brésilien en fait et un Français en finale d'un gala TKO à Gatineau. Cyril Gane, très sympathique par ailleurs, puis parle français, là, donc au moins à ce niveau-là, c'est bien. Parlant de parler français, un autre Français, Taylor Lapillus, lui, 14 victoires, 3 défaites, va se battre. Il a une victoire à TKO. On a vu son frère d'ailleurs en action il y a quelques semaines contre Charles Jourdain, son frère aîné Damien qui se bat chez les 155 livres. Taylor se bat chez les 135, va affronter Nathan Maness, un Américain qui est champion de TKO chez les poids coqs. Taylor Lapillus, c'est un ancien de l'UFC. 3 victoires, une défaite à l'UFC et son contrat n'a pas été renouvelé par la suite. Non. Et par ailleurs, les deux hommes s'entraînent ensemble au MMA Factory de Paris, le même gymnase qu'un certain Francis Ngannou. Donc, des partenaires d'entraînement poids lourd pour Cyril Gane. Il y en a un qui est très bon. Là. Oui, effectivement. Et très bon. Taylor Lapillus un combat de boxe professionnel. Donc, on est en droit de s'attendre à un combat debout à ce niveau-là aussi, là, je pense. Oui, mais Maness a quand même été invaincu en 10 combats et il y a autant quasiment de KO que de soumission. Donc, il est quand même complet, Maness. J'ai bien hâte de voir ce combat-là quand même parce que ça va être... c'est sûr que peut-être ces deux noms-là, au niveau ici du Québec, ça nous allume un peu moins. Il n'y a pas de Québécois. Il faut vraiment avoir suivi ces deux gars-là pour comprendre la qualité du combat qu'on pourrait avoir entre ces deux combattants-là. Et je suis sûr que ça va être un combat vraiment de très, très haut niveau. Mais il ne faut pas s'arrêter à on les connaît pas, ça n'a pas d'intérêt. Regardez, si vous êtes fan d'arts martiaux mixtes, des combats d'arts martiaux mixtes, c'est un combat à regarder, ça je peux vous dire. Parce que Maness a battu Jesse Arnett pour remporter la ceinture. Ça se passait au mois de septembre, donc ça fait un certain temps qu'il est inactif, mais le gars est quand même 10-0. Là. Je veux dire, il est invaincu. Vient au Canada pour avoir de meilleures oppositions pour lui permettre d'accéder au prochain niveau. Donc, et comme je vous le disais, Lapillus, un ancien de l'UFC qui s'entraîne dans un gymnase réputé du côté de Paris. Et ça sera un sujet peut-être pour une autre émission, mais les arts martiaux mixtes sont encore illégaux là, en France. Là, donc, ça explique un peu pourquoi ces gars-là doivent traverser l'Atlantique et pour se faire une carrière. Mais les deux visent encore une fois les plus hauts niveaux. Donc, c'est des gars qui arrivent là avec le couteau entre les dents, des victoires à TKO, ils le savent, puis on l'a vu dans les derniers jours, dans les dernières semaines, ça ouvre des portes d'autres organisations. J'ai tout le temps dit, TKO, c'est un tremplin extraordinaire pour passer à l'étape suivante. J'ai tout le temps dit ça. TKO, il fallait que ça revienne. C'est important. On a tous passé par là. On parle de moi, David Loiseau, Jonathan Goulet, Georges Saint-Pierre, les Mark Eminick, les Sam Stout. On a tous passé par TKO. Ça nous a donné une vibe, une poussée dans le dos pour aller faire carrière dans le sol de l'UFC. C'est une organisation qui est super importante. Il faut que ça reste pour les jeunes ici, pour la relève, pour qu'il y ait une place pour se faire voir, justement, pour être capable de passer à l'étape suivante. Très bien dit. Et puis, D'ailleurs, c'est l'occasion d'aller découvrir des nouveaux talents aussi. Il va y avoir 16 combats, cette carte-là. Je veux dire, c'est une carte incroyable au niveau... C'est bourré de combats. Vous allez découvrir des jeunes talents. Corinne se bat. Tu la connais bien. Ouais. Bref, si vous êtes dans le coin de Gatineau, c'est pas super cher non plus. Là. Je veux dire, si vous êtes fan d'arts martiaux mixtes, c'est pas parce que c'est des méga vedettes que ça sera pas un bon show. Là. Non, je pense que c'est la deuxième fois qu'ils s'en vont à Gatineau, TKO. La première fois, Georges Saint-Pierre s'était battu. Oui, c'est ça, ça remonte. Je pense que c'est la première fois en 15 ans. C'est ça. Donc, tu sais, si
si vous pensez que peut-être que vous allez aller ce gars-là, puis dans 5 ans, quelqu'un va être champion du UFC. Cyril Gane va peut-être devenir champion du monde de l'UFC, puis John Masson-Wang va peut-être faire carrière à l'UFC plus vite qu'on pense. Vous allez l'avoir vu avec en achetant un billet pas mal moins cher qu'au UFC. Exact. Parlant de champion qui a fait le saut, Pat, on a la chance d'avoir au bout du fil Charles Jourdain. Charles, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Écoute, Charles, merci beaucoup de prendre le temps. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, qui ne nous ont pas regardé sur les ondes de RDS, c'était tes grands débuts à l'UFC. Double champion de TKO. À 3 semaines d'avis, le téléphone sonne. Veux-tu te battre à l'UFC contre Desmond Green à 155 livres? C'est pas ta catégorie de poids. Ni une ni deux, tu dis oui. Tu revenais d'une guerre avec le frère de Taylor Lapillus, dont on vient de parler, Damien. Une guerre de 5 rounds. Là, ça s'est terminé au 5e round. Tu me l'avais dit. Tu étais un petit peu amoché, mais c'est pas grave. L'UFC appelle, on dit oui. Avec le recul, 48 heures, 2-3 jours plus tard, là, à quel point c'est quoi ton évaluation que tu fais de ta performance? Est-ce que tu es quand même fier de la performance que tu as offert samedi soir contre Desmond Green? Directement après, j'étais quand même assez triste. Mais après quelques temps, j'ai re-regardé le combat en fait ce matin. C'était la première fois que je le regardais. J'ai quand même bien performé, mais bon, c'est les classiques takedown à la fin d'un round qui donnent le round. Mais aussi, tu sais, je me préparais, toutes mes dernières préparations, c'était pour des 5 rounds. Je sais pas pourquoi, j'ai comme pas allumé vite pendant le combat. J'ai comme toutes les bouts, il y avait tout comme... J'ai comme au 3e round, je pense que j'ai bien performé parce que j'arrêtais pas de mettre le pace que d'habitude je mets quand je suis confortable, mettons, à TKO. Puis moi, je pensais pas que ça allait m'affecter. Je pensais pas qu'entrer dans une aréna de 15 000 personnes qui me bouent. Moi, dans ma tête, c'est je m'en fous, ça va rien changer. Mais j'étais comme sceptique à engager dans tout. C'était comme OK, c'est mon premier combat. OK, les gars sont meilleurs. Puis c'était plus une guerre mentale qu'une guerre physique contre Desmond. Puis j'ai perdu la guerre mentale au premier round. 2e round, ça allait mieux. Puis 3e, j'ai fait fuck off. Je suis né pour me battre et le plus de fun possible. J'ai mis une constante pression. Il ne m'a même pas lancé de coup significatif au 3e, mais il a scoré 2 takedowns. Puis bon, ça lui a donné la victoire. Triste, name it. J'ai passé à travers toutes les sortes d'émotions qu'on peut vivre après une défaite. Mais bon, je pense que je fais partie de l'élite maintenant. Puis je pense que j'ai ma place là. Oui, on l'a vu que tu es venu en entrevue tout de suite après le combat. Premièrement, merci. Ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont ça dans eux. Et ni ils n'auront jamais dans leur carrière. Là, et les fans québécois, quand même. Il faut penser aussi que c'est pour les fans qui nous regardent. Puis c'est vrai que c'est pas facile, mais moi, je le dis toujours, les journalistes, c'est la courroie de transmission du sportif vers l'amateur. Puis je pense que les amateurs ont beaucoup, beaucoup apprécié le fait que tu viennes vraiment livrer tes impressions à chaud. Puis c'est vrai qu'il faut le souligner. J'aimerais ça que tu me parles un peu du combat comme tel, parce que moi, j'avais l'impression que peut-être que Green aurait attaqué beaucoup plus rapidement avec des takedowns, aurait utilisé sa lutte beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça vous a déstabilisé un petit peu ou ben non, c'était à peu près ça que vous aviez pensé? C'est sûr qu'on était plus prudent que d'habitude au niveau des kicks. Parce que j'avais peur qu'il saute tout de suite dans mes jambes à chaque fois que... Un peu comme TJ Laramie m'avait fait. Laramie, il a même pas lancé un coup de poing debout pendant le fight. C'était juste qu'il saute dans les jambes. Fait que j'avais un peu peur que ça réarrive. Mais non, il a d'échanger. Puis ses coups faisaient vraiment pas mal. Puis là, je me suis dit, écoute, est-ce que c'est un bait? Est-ce qu'il fait si prêt de pas frapper fort pour que j'avance dessus pour pouvoir sauter dans mes jambes? Fait que j'ai comme voulu un fight trop stratégique, puis pas trop stratégique, mais j'ai voulu fight avec un style qui était pas le mien, un style qui a pas fait en sorte que je me suis rendu à l'UFC. Je suis tout le temps en train d'agressif, tout le temps en train de bouger la tête, tout le temps, même si tu m'amènes au sol, je me relève. J'ai comme laissé ça de côté en me disant non, je vais me battre autrement, puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'après moi, c'était comme la pression du début, mais bon, il faut que j'apprenne de ça, puis il faut que j'apprenne que quand la cloche sonne au premier round, là, même si t'es pas chaud, même si t'as pas mangé encore de coups, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut que ça parte. On en a parlé, je sais pas combien de fois qu'on en a parlé, mais tu t'es battu dans une quadrille de poids au-dessus de la tienne. Oui. Parle-moi de
la différence de poids. Parle-moi jusqu'à quel point ça fait de la différence. Quand tu le frappais, il reculait peut-être un petit peu moins, il était plus pesant sur ses jambes. Évidemment, au troisième round, il commençait à être fatigué. Évidemment, le gabarit a fait la différence. Mais parle-moi-en vraiment là, pour que le monde comprenne que OK, c'est juste 10 livres de plus sur la balance. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Là. Ben, c'est sûr qu'il était très fort physiquement, mais je m'attendais à plus... comme j'avais parlé avec Fabio, Fabio, il avait regardé mon dernier combat avec Damien, puis il avait dit Damien est le plus gros 155 livres que j'ai jamais vu de ma vie. Il était énorme. C'est sûr que Desmond avait des plus grosses jambes, mais pour ce qui est au niveau de la force physique et au niveau du haut du corps, Damien était beaucoup plus impressionnant que Desmond. J'ai vraiment pas été... Je me suis pas senti moins fort physiquement, je me suis juste senti un petit peu moins lourd. Je me suis levé quand même assez facilement à chaque fois que je m'amenais au sol, mais c'est plus sa technique au niveau du body lock. Quand il tenait, il pliait ma colonne. Puis ça, peu importe la force, un 125 livres aurait pu me faire tomber avec cette technique-là. Donc, c'était plus une très bonne application de technique plus que de la force physique qui a fait en sorte que j'ai perdu les échanges de lutte. Penses-tu que, quand même, quand tu vas redescendre à 145 livres, tu vas voir une différence à ce niveau-là, puis tu vas être plus en mesure de te faire valoir. Puis on parle du poids, mais il y avait un avantage au niveau de la portée aussi. C'était difficile pour toi peut-être de rentrer en dedans avec tes coups aussi. Est-ce que tu penses que ces différents aspects-là vont être différents quand tu vas redescendre à 145? Fort probablement. Je regardais les 145 livres qui ont fait la pesée, puis j'étais comme, my God. Même si les gars avaient des bons gabarits, dans ma tête, ils sont petits parce qu'ils sont pas aussi gros que des gars comme Desmond puis Damien. Fait que je pense que je vais bien performer rendu là. Mais si on fait comme la liste pas les excuses, mais c'est toutes les affaires à prendre en compte. Je me suis battu 11 fois en 3 ans, ce qui est quasiment 4 fois par année, ce qui était beaucoup. Puis des fois, ton corps a besoin de repos pour remonter sa testostérone, etc. Puis j'en ai parlé avec mon préparateur physique, puis même lui, il dit, Charles, t'es conscient que si tu te rebats dans 3 semaines, tu vas vraiment pas être dans ton pic. C'est comme le but, c'est de piquer à chaque combat. Puis j'avais déjà comme piqué, j'étais au top de ma forme contre Damien. Puis là, après ça s'est mis à redescendre. Puis il a dit, gars, je te le dis à toi, j'ai pas obligé de le dire, mais tu vas pas te sentir. Puis je me sentais tellement faible, mais le pire, c'est que pendant le fight, je me sentais super bien. Là, mais je savais que j'étais pas au sommet de ma forme. Là. J'étais incapable de prendre du poids, j'étais incapable de bien dormir. En tout cas, après ça, il y avait le fait que c'était dans sa backyard. Après ça, il y avait le fait que c'était pas ma catégorie de poids, pas énormément de temps de repos. Ouais. J'avais encore la jambe avec des mauves et des bosses. Mais tu sais, même si je fais la liste de tout ça, je suis content de comment j'ai performé. Puis c'est pas plus grave que ça. Tu sais, je voyais tous les gens sur les publications de RDS ou même sur les publications de l'UFC dire c'est à cause qu'il y avait juste 3 semaines, ils l'ont mis dans fosse au lion. Et on a hâte de le revoir. Oui, exactement. Tout le monde avait des commentaires extrêmement positifs face à ma performance. Fait que de ça, je suis très content. Mais justement, là, tu parlais que tu as eu beaucoup de combats dans une courte période de temps. Ouais. L'UFC retourne ou s'en va à Edmonton au mois de juillet. Fin juillet. Est-ce que c'est trop rapide pour toi? Combien de temps tu veux te laisser là, vraiment pour que ton corps ait un repos comme il faut pour être capable de repartir sur un camp d'entraînement, pour être capable de repartir et piquer à ton 100% au bon moment? Pour être honnête, en ce moment, j'ai pas la réponse à ça. Je vais quand même passer une couple de jours un petit peu plus relax. Puis j'aimerais ça. J'ai pas fait ça depuis longtemps. Juste m'entraîner sans savoir que je m'entraîne pour une compétition. Je m'entraîne pour me battre. C'est sûr que c'est le fun d'aller au gym quand tu t'entraînes avec un but, mais tu sais, je sais que je vais me rebattre un jour. Je sais pas quand, mais je sais que je vais me rebattre un jour, mais j'ai pas à me dire, hey, dans tant de semaines, je me bats, dans tant de semaines, hey, il faut que je mange ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je veux comme redécouvrir comme c'est quoi le plaisir. Par le plaisir. Ouais, pour le plaisir de s'entraîner. J'ai hâte de remettre le gui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait avec les gars au BTT. J'ai hâte d'aller plus dans l'aspect martial art que l'aspect compétitif. Mais ça va me faire du bien, mais c'est ça. Je sais pas à quand va être mon petit retour, pour pas dire mon grand retour. Ouais. Est-ce que tu as pu profiter quand même de la semaine? De l'extérieur, moi, je l'ai jamais... J'ai vécu en tant que journaliste, là, mais pour un combattant, d'arriver à l'UFC et de dire c'est mon premier fight week, là, comme on l'appelle dans le jargon. Est-ce que tu as pu justement là, t'imprégner de cette atmosphère-là?
Oui, c'était plaisant. Ça m'a permis de rencontrer les gens du staff de l'UFC. Ça m'a permis de découvrir Rochester. Mais Rochester, c'est une ville... c'est pas une ville... on va pas se mentir, c'est pas la ville la plus jolie. C'est un petit peu dangereux. C'est un peu... les gens nous disaient de pas sortir le soir parce que c'est une murder capital. Puis il y avait beaucoup de junkies dans la rue. Puis tout, c'était pas, mettons, aller à Dubaï. C'est complètement différent. Même Fabio, qui a fait je sais pas combien de combats avec toi, Pat, même lui, il disait que c'était dans le top des pires places qu'on est allé. Ouais, puis on est allé se battre en Amazon au Brésil. Imagine comment c'est Rochester. Mais écoute, je suis content que tu me parles de ça parce que, pas parce que ça a été mon entraîneur pendant longtemps, mais parce que justement, on a tellement fait de combats ensemble, Fabio et moi. Puis toi et ton équipe, évidemment, tu étais avec Eric depuis le début. Tu avais ton frère qui était avec toi, qui est ton frère, je pense que tu es son plus grand fan. Écoute, vous êtes très, très proches l'un de l'autre. Oui. Mais tout le monde, à part Fabio, c'était votre première expérience à l'UFC. Comment est-ce que Fabio était capable d'amener son expérience, justement, pour peut-être calmer tout le monde, juste pour faire comprendre, écoute, ça, c'est correct, ça, c'est normal. Puis il connaissait beaucoup de monde déjà encore. C'est toujours les mêmes qui sont là. Donc, ça facilite peut-être un petit peu plus la chose. Oui, bien vraiment, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on se promenait, à chaque fois qu'on rencontrait du monde, Fabio connaissait tout le monde, bien sûr. Fait que ça, c'était super cool. Puis à chaque fois, tu sais, comme mettons, on allait prendre des photos, là, le gars, il posait des questions. Tout le monde parlait de toi, Pat. On est content de voir que sa carrière va bien. Il travaille à RDS. On l'a revu à Ottawa. C'est ça, des photographes, des gars qui font les mains, tout le monde, vous connaissez déjà les deux. Fait que ça nous a comme enlevé une pression de juste être les new guys. Fait que je vous remercie d'avoir cette expérience-là. Bon, ben tant mieux. Si tu peux en profiter, tant mieux. Écoute. Est-ce que tu as pu parler à Sean Shelby, au matchmaker ou avec des gens de l'UFC pour peut-être parler de la suite des choses ou comment eux voient les choses pour toi ou ça n'a pas été Non, pas encore. J'avais je suis parti la tête entre les jambes. Là. Je suis parti quand même assez rapidement après. Je me sentais pas bien. Puis il y avait quand même l'UFC avait comme fait un gros hype train avec moi. Il avait mis des vidéos sur leurs médias sociaux partout sur moi, des publications, ce qu'ils n'avaient pas fait avec énormément de fighters. Le monde il disait wow, c'est la première fois qu'ils hype depuis Sage Northcutt. Sage ça fait quand même 2-3 ans qu'il avait parti un hype train avec. Fait que je me sentais mal. Je me disais OK, ils ont essayé de partir quelque chose avec moi, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que je me suis comme mis dans la tête que pour l'instant, je vais partir. Puis je vais attendre de mettre une belle performance avant de commencer à demander des choses ou à embarquer dans des grosses conversations avec eux. Ben, je vais peut-être te dire de quoi que c'est pas la nouvelle la plus sexy, là, mais faire un 3 rounds comme ça dans ton premier combat dans le sol de l'UFC, c'est de l'expérience incroyable. Et ça, c'est sûr et certain que ça va te venir en aide et tu vas grandir de ça. Pour vrai, je sais que t'as perdu, c'est plate, mais ça, c'est de l'expérience qui ne s'ajoute pas. C'est de l'expérience qu'il faut que tu aies vécu. Puis je suis sûr et certain que tu vas devenir un meilleur combattant à cause de ces 3 rounds-là que tu as fait dans ton premier combat à l'UFC. Merci beaucoup, Pat. C'est super gentil. Charles Jourdain, merci énormément encore une fois. Regarde, on va te laisser le temps d'aller évidemment te reposer, soigner ton corps. Tu le disais, tu n'es même pas rentré dans ce combat-là à 100%. Tu n'étais pas guéri à 100% de ton dernier combat contre Damien Lapillus. Donc, je pense que tu as raison, c'est sage maintenant. Tu as le pied dans la porte, tu es rentré. Je pense que c'est sage maintenant de guérir les petits bobos puis de pouvoir, après ça, lorsque tu vas revenir dans l'octogone, offrir la performance à ta catégorie de poids à 100% également là, pour que les gens voient c'est qui le vrai Charles Jourdain rendu là. Non, mais en même temps, il a fait une fleur, entre guillemets, à l'UFC, à accepter le combat à Rochester parce que Green voulait se battre là. Là, maintenant, c'est le temps de passer en lui. Là. Exact. Ouais. Merci beaucoup, les gars. J'apprécie énormément. Vraiment. Charles Jours-Dain, encore une fois, toujours apprécié. Tu reviens quand tu veux. Hein? Oh yes, c'est bon. Allez, bye. À bientôt. Ciao. Là, on n'en a pas parlé avec Charles, mais toi, évidemment, il va prendre quelques mois. Là, mais est-ce que tu penses que Edmonton, c'est trop tôt pour lui ou c'est... Ben écoute, ça dépend toujours comment il se sent. Là, on est fin mai. Ça veut dire que c'est dans juin, juillet. C'est dans 2 mois. Là. C'est quand même rapide pour... À ce que j'entends, là, si je lis bien ses propos, si j'interprète bien... supposé revenir au Canada autour de septembre, octobre. Ouais. Donc ça, peut-être ça pourrait être un autre... Mais ça dépend toujours comment il se sent. Ça dépend de... Ça dépend qu'est-ce qu'on va lui offrir, peut-être. Exactement. Aussi. Ça dépend qu'est-ce qu'on va lui offrir. Ça va dépendre de bien des affaires. Mais
s'il sent qu'il est fatigué, bien avec raison. Là, 11 fois, j'avais pas réalisé, mais c'est 11 fois. Comment il a dit ça, 11 combats en 2 ans? Oui, exact. Donc, c'est quasiment 4 combats par année. Là. Écoute, là, à un moment donné, c'est difficile. Là. Donc, oui, s'il se sent fatigué, c'est le moment parfait pour temporiser un petit peu et se donner une chance de guérir. Il est jeune, là. Okay? Il est jeune, il était au début de sa carrière, il vient de rentrer à l'UFC avec une performance qui est acceptable. Okay? Il a perdu, mais il a perdu de façon honorable. Il ne s'est pas fait dominer. Il s'est fait contrôler, mais il ne s'est pas fait dominer. Donc, c'est une très, très grande différence. Il y a un juge qui a donné un round aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un juge qui a donné 28-29. Donc, écoute, il est arrivé là. Tout le monde, on le voyait, là, c'était pas la même catégorie du tout. Là. Green était beaucoup plus gros. Là. Il devait avoir quelque chose comme 25 livres de différence entre les deux. Facile. Mais, tu sais, il a raison. Il a bien beau tout énumérer les excuses, tout énumérer qu'est-ce qui est arrivé. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien sur l'issue du combat. Maintenant, tu prends du positif de ce combat-là et tu bâtis là-dessus. En passant, je m'étais gardé une note parce que je ne sais pas si tu en as reçu beaucoup des commentaires comme ça, mais j'en ai vu un passer qui dit Marc-André Barriault qui perd à son premier combat à l'UFC et maintenant Charles Jourdain, qui sont censés être nos 2 meilleurs Québécois, les 2 meilleurs combattants québécois présentement, qui arrivent à l'UFC puis qui sont 0-2 à leur début. OK, oui. 0-4, moi. Ouais. Non, mais c'est ça. 0-4. Mes premiers 4 combats UFC, je les ai perdus. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable. Là. Non, c'est pas idéal de commencer sa carrière avec une défaite. Puis il n'y a personne qui veut commencer sa carrière avec une défaite. Mais tu passes dans les ligues majeures. C'est les meilleurs au monde. Exact. De partout dans le monde. Là. Pas juste du Québec. Là. C'est de l'Europe, de l'Amérique du Sud, des États-Unis, de la planète. Marc-André Barriault, on en a parlé avec Jade, est passé à 15 secondes à peu près de finir son adversaire. Ça paraîtra pas. Là, quand on va regarder sa fiche dans 2 ans d'ici, puis qu'on va dire c'est une défaite. Oui, c'est une défaite. Il n'y a personne qui y enlève. Puis on oublie ces choses-là de dire qu'il est passé vraiment proche de finir le combat. Oui. Et puis, déjà passé proche de faire un trou d'un coup au golf aussi. C'est ça. Non, mais mon point, c'est de une défaite, ça ne signifie pas une contre-performance puis une performance médiocre. Tout à fait raison. À court terme. Mais à long terme, tu as raison. On va juste voir qu'il a perdu contre Sanchez dans ses débuts à l'UFC. Mais en même temps, écoute, des fois, c'est un wake-up call aussi. Tu sais, Marc-André était sur 9 victoires de suite, je pense. Charles était sur 4 victoires de suite. Quand tu domines tellement au niveau régional, là, tu arrives au niveau international, tu es comme embarqué dans le bain que ça va tout le temps bien. Ça va tout le temps bien, ça va tout le temps bien. Et je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais des fois, c'est juste un wake-up call. Tu dis, hey, c'est bon, OK, la marche est différente. Tu sais, la business est différente, la logistique est différente. Tu arrives, c'est la Ligue nationale de hockey. Là. Okay? C'est quelque chose, tu te fais prendre en charge, tu as un horaire à suivre, tu as des photos, tu as des entrevues à gauche, à droite. Eux autres, il faut qu'ils le fassent en français aussi, anglais, français. C'est différent. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent en une courte période de temps, en 4-5 jours, qu'il faut que tu assimiles vraiment vite quand tu n'as pas l'expérience. Et c'est pour ça que je parlais de Fabio était là. C'est sûr Fabio a aidé dans ce processus-là. L'expérience de tous ces combats-là qu'il y a en arrière de la cravate. Écoute, on en a fait. Là. Puis pas juste avec moi, avec Georges, avec Thiago Alves aussi, il en a fait dans l'action de l'UFC. Donc, écoute, ça, c'est de l'expérience. Mais des fois, écoute, c'est juste un wake-up call. Comme je te dis, des fois, tu sors de là, tu as perdu, tu n'as pas mal fait, mais tu te dis, OK, là, c'est un autre niveau. On est rendu ailleurs. Tu dois te re-questionner, je suis peut-être pas si bon que ça, finalement. Ben, ça dépend comment ça s'est passé. On m'a toujours dit que j'étais le meilleur, on m'a toujours dit que j'allais connaître une grande carrière, on m'a toujours dit que... Puis ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est là qu'on va voir comment les 2 gars vont réagir aussi. C'est exactement ça, parce que, tu sais, la seule défaite que Barriault a eue, il l'a vengée. Et, fait que, ça, tu le vois, on sait qu'il y a du caractère pour revenir. Mais là, c'est différent. Là, on va voir vraiment le caractère de ces 2 gars-là. Là, on va voir vraiment si se sont appuyés un peu, apitoyés sur leur sort un peu, ou que ça leur a fait vraiment mal, ou qu'ils vont le prendre complètement un turnover différent et dire, OK, hey, je suis là. Je sais que j'ai fait quand même une bonne performance, j'ai perdu, mais je fais partie de ce monde-là. Mais il faut que j'aille quand même chercher une petite coche de plus si je veux dominer. Ouais. Donc, bref, ça va être à suivre à ce niveau-là. Et il nous reste presque pas de temps. C'est vraiment le fun de parler, de faire des entrevues avec ces 2, avec Jade et avec Charles, mais avec tout ça, on n'a pas parlé de Kevin Lee et de Rafael Dos Anjos. Pas comme s'il y avait grand-chose à dire, à part le fait que Dos Anjos a prouvé qu'il appartenait encore à l'élite à 170 livres. Mais d'un autre côté, Kevin Lee, son problème, il ne se règle pas. Puis c'est le même problème qu'il avait à 155 livres. Il n'a pas l'air d'être réglé à 170 livres malgré une coupe de poids plus facile.
Le gars manque de gaz. Le gars n'est pas capable de faire des 5 rounds. T'as raison. Malgré que ces 2 derniers combats, ça avait été 5 rounds de toute façon. Oui, mais à chaque fois, il y avait quand même eu une grosse baisse de régime. Mais il faut donner tout le crédit à Dos Anjos sur ses défensives d'amener au sol. Ouais. Ça, là-dessus, il a fait perdre beaucoup d'énergie. Ouais. Il s'est brûlé. Il s'est brûlé, Lee, à vouloir essayer d'amener le combat à terre. Ça a réussi, je pense, 2 fois en 12 tentatives ou quelque chose comme ça. Puis à toutes les fois, il n'a pas été capable de le clouer à terre. C'est ça qui a brûlé. C'est ça vraiment qui a brûlé Lee. Et ça, il faut donner tout le crédit à Dos Anjos parce qu'il était prêt à toutes les fois qu'il rentrait double leg. Il y avait tout le temps une bonne défensive. Et jusqu'à un certain point, là, c'est Dos Anjos qui a réussi à amener le combat au sol. Donc, l'insulte à l'injure un peu, là, tu t'en vas dans le monde de l'autre. C'est toi qui se fait amener à terre. Ça a joué beaucoup sur le mental, mais sur le physique aussi. Là, amener quelqu'un à terre, ça demande beaucoup d'énergie, mais à s'agir d'amener quelqu'un à terre qui sait comment se défendre, bonne chance. 6 en 16, Kevin Lee, sur ses amenés au sol. 4 en 7, presque 60% pour Dos Anjos. C'est là le combat. Le combat, c'est là que ça s'est joué. Ces dates-là, ça s'est joué. Kevin Lee, un 155 ou un 170? Un 165, probablement, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, il fait quoi? Ouais, mais là, il n'y a pas rien de Dos Anjos. L'ancien champion du monde, là, il se bat à 170, mais écoute, c'est dur de dire qu'il n'y a pas sa place là. Il a pogné déjà un des meilleurs au monde. Il était classé 3e. Il est classé 3e à 170. Kevin Lee, je sais pas. J'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère avec son équipe de trainer. J'ai un petit peu de misère avec cette équipe-là. C'est qui? Je me souviens pas de leur nom, là, mais je trouve que oui, il a évolué, mais il fait toujours les mêmes erreurs. Il s'acharne, puis il fait toujours les mêmes erreurs. Puis Lee, il a beaucoup de talent. C'est pas un gars qui est très imbu de lui-même. Là, il s'aime beaucoup, il parle beaucoup. Un peu, oui. Puis c'est correct, on veut vendre, mais il faut livrer la performance aussi. Ouais. Donc, écoute, la boxe était bonne, il touchait. Il y a eu mais des fois, les prises de décision, c'est pas les bonnes au bon moment. Il s'est peut-être un peu acharné, justement, aussi. Exact. Quand tu essaies 16 amenés au sol, à un moment donné, c'est parce que tu t'acharnes un peu. Ouais. En striking, j'ai trouvé qu'au début de combat, c'était pas mal égal, là, les deux. Puis Dos Anjos, c'est un excellent striker. Puis Kevin Lee n'était pas complètement moi, déclassé. j'étais super surpris de ça. Donc, il aurait peut-être pu, justement, comme tu as dit, prendre d'autres décisions. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il attaquait en combinaison, puis il touchait, puis là, pouf, il venait se coller puis dans le clinch pour essayer d'amener Dos Anjos au sol. Donc, s'il était resté peut-être un peu en distance puis continué d'attaquer en volume avec ses coups, peut-être que ça aurait pu fonctionner. Dos Anjos, par ailleurs, c'est un autre beau problème dans le sens où tu lui donnes qui comme adversaire? Parce que là, il est classé 3e, mais il a perdu contre le champion, Ousmane, puis il a perdu contre Covington. Donc là, ces deux-là, je ne sais pas s'ils vont se battre là, maintenant. Ousmane, ça devrait. Là, ça devrait. Écoute, il n'y a pas Covington qui était blessé, c'est ça? Ou... Ouais, c'est un peu. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Ouais, cette ceinture-là n'est pas encore. Mais tu sais, Dos Anjos, ça lui prend quelqu'un dans le top. Robbie Lawler a besoin d'un adversaire. Mais il est trop tôt. Il y en a une gang là, qui font la file. Ouais, mais hein? c'est ça, exact. Wow. Hein. Moi, je suis surpris de ça, là, mais il y en a une gang qui font la file pour se battre contre Lawler. Mais écoute, ça a été un bon combat pour vous. Là. Ça a été vraiment un excellent combat. Puis, écoute, Lee, je sais pas. Il voulait relancer sa carrière à 170 livres. Il fail direct en partant. Mais il faut regarder l'adversité qu'il y a aussi. Il faut regarder contre qui il s'est battu. Moi, Rafael Dos Anjos, j'adore ce combat-là, ce combattant-là. Je trouve qu'il est spectaculaire. Il va vers l'avant. Il est agressif. Puis, il est opportuniste, surtout. Je veux parler de Felicia Spencer contre Megan Anderson. Felicia Spencer, que je connaissais pas. Puis, tabarouette, t'apprends qu'elle vient de Montréal. Non, mais tu sais, c'est quand même le fun de voir une fille qui est née à Montréal. Bon, elle habite en Floride présentement, mais à 145 livres chez les dames. Elle a battu facilement par soumission Megan Anderson, qui est un méchant pan de mur, là, on va se le dire. Pour 6 pieds, 145 livres sur le pèse-personne. Mais elle devait être pas loin de 165. Là, pour voir la coupe, à part de 170 pour aller. Puis on s'entend, elle n'est pas musclée. Là. Oui, c'est ça. Elle est grande, puis elle est vraiment costaude. Mais, tu sais, la logique, elle l'amène à terre. Il n'y a plus de différence de poids, il n'y a plus de différence de portée. Elle amène ça à terre. Puis, tu sais, pour là, elle a lancé un défi à Cyborg.
peut-être un peu tôt, mais facilement, écoute, Spencer, elle pourrait se battre à 135, là, avec un petit peu d'effort. Là, elle pourrait se battre à 135, parce que 145, c'est pas beaucoup d'avenir là-dedans. Là. On le sait pas, on le sait toujours pas qu'est-ce qui va arriver avec cette division-là. Le Cyborg a accepté à tout le moins sur, mais je suis même pas sûr qu'elle a encore un contrat avec sur l'UFC. Twitter. Elle a dit Edmonton au mois de juillet. Donc, Moi, je pensais que c'était son dernier combat, son contrat le dernier. Il faudrait vérifier. Mais... Ben, je pense qu'elle a pas. Écoute, je pense qu'elle a plus de contrat, effectivement. Mais je veux dire, s'il veut la signer peut-être pour un. Ben, pour Anderson, c'est rough. Là. C'est une dure Ouais. défaite. Là. Elle a une victoire à l'UFC, puis c'est quand elle a mis l'orteil dans l'œil à Kat Zingano. Kat Zingano. Donc, Felicia Spencer, un nom à retenir, surtout une fille de chez nous, championne d'Invicta chez les 145 livres. Donc, elle a fait le saut à l'UFC, c'était son premier combat. Et là, peut-être déjà un combat contre Chris Cyborg qui l'attend. Ça va être une autre paire de manches, il va falloir qu'elle se retrousse les... Cyborg, c'est une black belt aussi là, au sol. C'est un drôle de souhait, là. Mais tu sais, je veux dire, pour l'argent, pour le nom, là, je veux dire, il y a des gens qui vont regarder ça. Je pense que c'est plus pour l'argent, là, parce que pour le nom, je veux dire, là, c'est pas pour l'argent. Elle fera pas plus d'argent. C'est dommage, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre du côté de Rochester? Michel Pereira, autre gars qui faisait ses débuts à l'UFC, le coup de genou dans la face à Danny Roberts. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Puis il montait sur les... il montait sa clôture. Il a fait un cartwheel. Le gars a 25 ans. Il a l'air pas mal plus vieux que ça. Là. Mais le gars, il a 25 ans. Il arrive. Il fait une performance comme ça. Hey, moi, j'ai déjà hâte de le revoir. Là. Lui, il l'a pas manqué, son entrée. Là. Il est spectaculaire. Saute partout. Fait un des KO les plus percutants de l'année. Écoute, à surveiller ce gars-là. Sérieusement, là, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de le revoir. C'est ça. Ça s'est terminé rapidement au premier round. Ouais. Vous le compariez, toi puis Jean-Paul, durant l'émission, à Johnny Walker, un autre Brésilien qui est arrivé puis qui a pris la planète MMA par surprise, là, ou par... Je veux dire, il s'est fait un nom là, comme ça, avec des KO spectaculaires. Pereira, lui, ça a été ça. Puis d'après moi, on va le revoir rapidement également, avec des performances de la sorte. Moi, je viens de me rappeler de ça. C'est un 170. Là. Il est énorme. Il est énorme. Là. Sérieusement, je capotais. Je dis, ben ouais, non, ça se peut pas que ce gars-là fasse 170. C'est un 170. Il a l'air d'un 205. Là. Ouais. Et ça, regarde, le gars, il s'est peut-être jamais fait pogner. Là. Ouais. Écoute. Ben, il me semble qu'il y en a beaucoup, des Brésiliens. Qui ont l'air énormes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans leur céréales. Je sais. Mais tu sais, jusqu'à le bénéfice du doute, tant que tu te fais pas pogner. Paulo Costa. Johnny Hendricks. Johnny Hendricks, tout le monde disait qu'il était sur stock. Puis là, c'est quand USCDA est arrivé, ben là, ses performances ont descendu. Mais le gars s'est jamais fait pogner. On le sait tout qu'il était là-dessus, mais il s'est jamais fait pogner. On peut pas vraiment l'accuser. Mais c'est un peu la même chose. Paulo Costa, bien ça voir son père, moi, puis sa génétique, puis son grand-père, parce que sérieusement, c'est quelque chose, mais il s'est jamais fait pogner. Exact. Écoute, peut-être nous autres qui est dans le tort. Là. Ben, peut-être, c'est pour ça que je veux pas l'accuser. Disons que j'ai des petits doutes. Mais bon, regarde, t'as raison. Eh oui. On peut pas l'accuser. On va finir ça en parlant de la planète, des actualités, en fait, sur la planète arts martiaux mixtes. À Singapour, je sais pas si vous avez vu Sage Northcutt. On en a parlé avec Charles un petit peu, là. Aïe, aïe, aïe. Le pauvre. Sage, là, il fait son argent en faisant des photos sur Instagram, là, on va se le dire. Là. Non, mais moi, si j'avais cette shape-là, je prendrais des photos. Il fera pas de photos avant un petit bout, lui, là. Hey, boy, non. Ben, il y a 9 fractures au visage, de un. De deux, le hype. Le hype, c'est tellement dangereux, le hype, pour un combattant, pour n'importe qui. On l'a amené à l'UFC, il ressemblait à Ken, il est découpé au couteau. Le gars, il est débile. Il fait des arts martiaux depuis qu'il a à peu près 3 ans. Il y a un 6-pack depuis qu'il a 6 ans. Là. Exact. Puis, tu sais, on nous l'a vendu comme c'était la prochaine star incroyable qui allait faire des films, puis le prochain Jean-Claude Van Damme, des affaires comme ça. Puis, tu vois, aujourd'hui, ben, tout le monde le pointe. C'est pas sa faute. On lui a mis tellement de hype autour de lui qu'on s'attendait tellement, mais il n'était pas rendu là. Il n'a jamais été rendu où ce qu'on pensait qu'il était. Mais on l'a tellement monté à cause de son physique, de quoi qu'il y a de l'air. Ben, tu sais, c'est ça. Elle m'a dit de quoi ça, c'était tout un call. Tout un call. Cosmo Alexandre, ça se passait à One, là, du côté de Singapour. Apparemment, j'ai vu un commentaire de Uriah Faber qui dit qu'apparemment, il y avait 30 morceaux d'os qu'il a fallu qu'ils soient recollés ensemble. Ah, ça se peut. Le visage, l'os orbital était
était brisé en 30 morceaux différents. C'est ça. On parle d'un coup de poing. Là. Ouais, il est Il rentré est rentré dedans. en plus. dedans, Ah ouais, pas à peu près. Puis Sage a mis une photo. Tu sais, tabarouette, le gars, on va lui donner ça. Là, il a mis une photo. Là, il y a un masque complètement. Là, Ah, sur la l'hôpital. tu sais, puis avec un espèce de masque pour respirer. Puis tout ça, là, tu sais, on y voit juste. C'est comme Two-Face là, dans Batman. Là, on y voit juste la moitié de la face. Mais là, il sourit. Puis il fait un thumbs up. Puis il est comme, ah, je vais revenir. Tu sais. Ouais, il va On revenir, verra, là. je pense pas qu'il va revenir cette année. En tout cas, il ne reviendra pas tout de suite. Non, c'est ça, exact. Tyron Woodley qui est blessé. Ça s'est passé en fin de semaine dernière. Donc, pas longtemps après qu'on enregistre notre dernier épisode. Là. On ne sait toujours pas ce qui va arriver avec Robbie Lawler s'il va Non, avoir un nouvel adversaire. Mais il y en a plein qui lèvent la main et qui veulent y aller. Ouais, là, j'ai entendu. Ben, là, Darren Ponzini Till Lio. à 170, 175. OK. Puis t'en as plein d'autres. Là. Il y a une liste là, qui est. Ponzini Bio et Dos Santos, c'est l'Ezequiel Dos Santos qui est sur une séquence incroyable, qui voudrait se battre avec Robbie Lawler. Évidemment, on va vouloir utiliser. Ceux qui sont derrière lui, peut-être au classement, vont vouloir utiliser le nom. Oui, parce que tu sais, Lawler, il reste que c'est un nom encore extrêmement vendeur. C'est ça. Mais il n'est plus ce qu'il était. Ça, c'est plate, là. Il n'est plus ce qu'il Non, était. mais c'est en général des très bons combats. Oui, donc, exact. Reste à voir. Mais entre-temps, l'UFC a annoncé aujourd'hui que Francis Ngannou et Junior Dos Santos, qui devaient se battre au mois de juillet, c'est maintenant le main event la semaine précédente. Donc, ça va être la finale du gala présenté à Minneapolis le 29 juin. On les a enlevés de la carte UFC 239 pour les mettre en finale de l'UFC Minneapolis, en l'absence de Tyron Woodley, qui est blessé à une main. Ça, là, ça peut être incroyable comme ça peut être plate en maudit. Les deux peuvent tourner pendant longtemps. Ngannou, on l'a déjà vu faire ça. S'ils veulent pas engager les deux, ça peut être très, très long. Sauf que ça peut se finir de même aussi. C'est deux gros cogneurs. J'espère qu'ils vont vouloir engager. J'espère qu'ils vont vouloir mettre donner le show. Donner le show, mais de vouloir prouver, OK, je suis prochain sur le title fight. C'est à moi. Là, parce que là, les deux là, sont proches. Là. Parce que le gagnant, logiquement, le gagnant de ce combat-là devrait obtenir le gagnant de Cormier-Miocic qui va être à la fin de l'été, au mois d'août. En fait, donc, oui, effectivement, mais pour le spectacle, c'est vrai qu'on espère que les deux s'engagent, mais c'est ça, des deux côtés, quand tu as une force de frappe aussi incroyable, c'est sûr que tu ne veux pas te mettre... tu n'as pas le droit à l'erreur, C'est ça, exact. Rashad Evans, admis au temple de la renommée de l'UFC, ça a été annoncé durant le gala de Rochester. Il mérite. Je trouve, en tout cas, on passera pas 5 minutes là-dessus, mais il le mérite, là. Je ne veux rien y enlever, mais il a été champion du monde une fois, puis il ne l'a jamais défendu. C'est un bon combattant. C'est un bon ambassadeur. Un bon ambassadeur. Il est maintenant à la télévision, très bon analyste. Oui, exact. Il y a un sports bar à Floride aussi. Puis je pense qu'il est bon aussi avec son équipe. Il est encore très, très proche de ses coéquipiers. Tout ça, c'est un gars d'équipe. Je pense que le mot s'est passé à l'interne aussi, comment qui est. Puis je pense que comment on l'a monté. Il a été champion de la saison 2 de l'Ultime Combattant dans les poids lourds. Après ça, il est descendu chez les 205. Il a eu une carrière incroyable. Passé de knockout, un des knockouts les plus violents que j'ai vu contre Chuck Liddell. Et ça, c'était quelque chose. Le coup de pied dans le visage de Max je me souviens plus de son prénom. Sean Salmon. Sean Salmon, ça aussi, c'était assez violent. C'est un gars qui a toujours été quand même assez démonstratif dans ses performances. Écoute, moi, je trouve que c'est correct, il le mérite. C'est un bon ambassadeur. Il a toujours bien représenté la compagnie aussi. Il a été champion du monde. Écoute, why not? Exact. Why not? Simplement que j'espère que plus ça va avancer. Parce que là, le sport est jeune. Là, ça fait 25 ans que l'UFC existe. Et ça fait... Je pense que c'était aux 20 ans qu'on a ouvert le temps de la renommée. Ou à l'UFC 200. Fait que ça fait peut-être même 3 ans. Je comprends ce que tu veux dire. À un moment donné, il faut être plus sélectif. Exact. Que ça ne devienne pas trop facile de rentrer au temps de la renommée. C'est ça. Ça, je comprends. Il va falloir être plus sélectif. Parce que là, c'est vrai que dans les premières années, je veux dire, il n'y en avait pas tant que ça. Puis ces pionniers-là ont quand même... Ces pionniers-là, probablement qu'aujourd'hui, il y en a quelques-uns aujourd'hui qui n'auraient pas la même carrière. Là. Parce qu'à l'époque, il y avait les techniques d'entraînement étaient moins développées et tout ça. Tout à fait raison. Et il y avait moins de combattants. Mais pour ce qu'ils ont fait pour le sport et permettre à la compagnie et à l'UFC de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, on devait les honorer d'une certaine façon. Là, maintenant, le sport prend un autre niveau. On est rendu sur ESPN, on est rendu mainstream en bon français, là, donc on est grand public si on veut. Sauf que pour remplir le Hall of Fame, il faut vouloir aller piger dans les premiers comme avant.
Ouais, non. On n'aura pas le choix. Là, à un moment donné. Je comprends que mais je veux dire, plus que ça c'est va. parce qu'on n'est pas obligé d'en introniser 6 par année non plus. Non. Ça peut être 1 ou 2. Ouais, parce que là, ça va déjà être c'est déjà le 3e là, qui va être intronisé cette année. Donc, c'était mon petit éditorial, mais je pense. C'est sûr que si tu mets Rashad Evans puis Georges Saint-Pierre à côté de l'autre, on s'entend qu'il y en a un qui le mérite plus que l'autre. C'est ça. C'est tout. Classe de 2020, j'imagine que Georges. J'espère qu'il est sur la shortlist. Ben, je souhaite. Je souhaite, en tout cas. L'UFC qui prend relâche cette fin de semaine. Ouais. Va être à Stockholm. Le premier. Au début juin, ouais, exact, 1er juin. Anthony Smith et Gustafsson. Oui, mais nous, on ne le présente pas. C'est sur Fight Pass seulement. On a 2 semaines de congé. 2 semaines de congé. On va l'échapper. Le tour du monde? Non, pas le tour du monde, mais écoute, c'est après ça, là, on revient pour l'UFC 238. Je pense qu'on a 1 semaine de congé, puis après ça, c'est 9 semaines en ligne. Exact. 9 semaines en ligne. L'été va être très chargé. L'été est très chargé, oui. Exact. Donc, plein de beaux combats qui s'en viennent. Profite de ton congé, mon ami. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jeanne Masson-Wang. Merci à Charles Jourdain. TKO 48 ce vendredi du côté du centre Robert Gartin de Gatineau. On va s'en parler, c'est sûr. Merci à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre podcast, vous abonner à la page YouTube de RDS. Vous pouvez nous écouter partout, n'importe quand. On est toujours là. Merci tout le monde. À bientôt. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.